Bonjour, merci à toutes et à tous d'être présents. Certains ont peut-être assisté à d'autres conférences où c'est la première, vous avez pu déjà peut-être visiter un peu l'école. Vous allez avoir donc une présentation du master photographie. Donc je laisserai Franck Mindon, qui est le référent du master, présenter les enseignantes, enseignants et les étudiantes et étudiants qui sont là, et on les en remercie dessus, vont être là pour présenter et répondre à vos questions. Et après, évidemment, vous pouvez aller visiter, si vous ne l'avez pas fait, l'école, où il y a notamment les studios photo, où il y a des choses à voir. Et au deuxième étage, vous avez les labos numériques argentiques, aussi de labos optiques, que vous pouvez aller visiter et échanger avec les autres étudiantes, étudiants, les autres enseignantes dessus pour voilà, approfondir, si besoin, selon vos questions. Juste pour les personnes qui seraient en ligne, comme la conférence est diffusée en direct sur notre Facebook, les questions-réponses ne se feront que dans la salle, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on y répondra la semaine prochaine sur Facebook. Et toutes les conférences seront après mises en ligne sur notre site. Voilà, merci beaucoup, je te laisse la parole et à tout de suite, on sera là pour faire le micro des questions-réponses. Merci Émeric. Bonjour à tous et à toutes, ou rebonjour pour certains ou certaines. Donc cet après-midi, là, on va voir ensemble un petit peu le fonctionnement du master photo. On va faire d'abord les présentations par l'extrémité. Donc Christophe, je te laisse te présenter. J'étais pas préparé. Christophe Caudroy, je suis photographe, photographe et enseignant ici, enseignant en prise de vue photographique. Voilà. Bonjour, je m'appelle Natacha, je suis en première année de la section photo. Moi, c'est Antoine Bertrand et troisième année en spécialité photo également. Bonjour, donc Anne Loubuzeau, je suis enseignante en procédés photochimiques, plus particulièrement argentique, noir et blanc, et voilà, procédés anciens, on va dire. Raphaël Bourda, moi je suis en deuxième année de master photographie. Voilà, j'ai le micro. Donc, je me présente également. Donc, je suis Franck Mindon, référent du master photo et aussi enseignant sur la partie numérique et accompagnement de projet de la première à la dernière année. Voilà, et aussi sur la partie gestion de la couleur, acquisition, voilà, un petit peu de polyvalence. Donc, je vais faire une petite présentation assez rapide, un peu comme ce matin, mais cette fois-ci avec des images, parce que ce matin, on n'avait pas d'images avec la connexion. Donc, je vous rappelle que le master est en format typique hein, sur l'école, puisque ce n'est pas 2 ans, c'est 3 ans. Donc, entrée en licence après la licence 2, donc avec 2 années de CTS que vous devez avoir acquises, et avec un étagement donc, qui est assez classique, hein, puisque c'est... on voit dans le schéma ici, donc normalement, nous, on est en 3 ans, donc on est à cheval sur la licence et le master classique. Concernant la partie du concours, donc vous avez eu normalement une réunion ce matin. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, on va refaire un petit point très rapide sur le concours d'entrée. L'avantage du concours d'entrée, c'est qu'en tout cas, par rapport aux entrants en photographie, le champ d'horizon est assez large. On l'a déjà évoqué ce matin, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin d'être un scientifique spécifiquement, puisque l'école a une réputation historique d'être scientifique et technique. Donc nous sommes effectivement quand même plus techniques et scientifiques que la plupart des écoles d'images qui existent, photographiques. Mais bien évidemment, notre recrutement est bien plus ouvert que cela. Et globalement, on a un petit schéma à vous montrer, c'est celui-ci, c'est-à-dire l'origine de provenance des étudiants en formation supérieure, c'est-à-dire après le bac. Et vous voyez par vous-même qu'il y a à peu près un tiers d'étudiants qui viennent de formation photographique, et tous les autres viennent plutôt de formation, on va dire, d'humanité. Donc, soit la fac, soit des écoles d'art, soit des prépas elles-mêmes, ou des écoles de journalisme, de mode, voilà, vraiment des horizons très très différents. Et c'est pour le bénéfice de tous, on va dire, et des enseignants et des promos, puisque on a quand même des promos qui sont régulièrement, comment dire, occupés par des étudiants qui, on pourrait penser, ne pourraient pas venir à l'école, et ce n'est pas un problème. Donc pour avoir parlé ce matin aussi sur des questions de niveau de sciences, niveau de sciences est normalement en référentiel basé sur un bac scientifique, mais sachez que de toute façon la formule du concours d'entrée l'année dernière et cette année en tout cas a impliqué un niveau enfin en tout cas une évaluation des sciences
seulement à l'oral et non pas dès le premier tour, ce qui laisse plus de chances aux candidats, on va dire, de passer le tour et d'arriver à la fin sur cette évaluation. Évaluation d'ailleurs que peut nous évoquer aussi rapidement Natacha, qui a subi le concours d'entrée. Ah oui, Voilà. oui. Ben, c'était plutôt agréable finalement. Je parle de la première partie aussi ou... Oui, donc la première partie en ligne qui était plutôt intéressante, je trouve. Juste si on est intéressé par l'image de façon générale, je trouve que ça, pour moi au moins, ça provoquait des questions intéressantes. Et puis on avait les oraux et c'est ça qui fait le plus peur depuis ce que j'entends des gens. Et finalement, je trouve que les professeurs sont hyper sympas. C'est pas du tout là pour vous piéger. C'est vraiment plus une discussion et pour voir un petit peu comment vous suivez les choses, comment vous pensez, votre logique, votre manière de voir les choses. Et c'est juste, c'est bien pour vous même de faire la préparation juste pour vous-même, même si vous ne réussissez pas le concours. Je trouve que c'est une bonne exercice d'approfondir votre connaissance dans le monde de l'image. Donc il ne faut pas avoir trop peur finalement, je conseille. Voilà, pour le présenter à nouveau l'école, donc dans le champ du supérieur, on est à peu près 4 institutions en France. Donc les Arts Déco, l'école d'Arles, Paris 8 et Louis Lumière. Bon, les Gobelins n'étant, enfin, c'est dans le supérieur, mais c'est pas au niveau master. Donc c'est une école qui a son intérêt, mais et qui est privée. Les 4 écoles qu'on présente sont les écoles publiques françaises. Soit dans le champ de l'université, pour Paris 8, qui est juste notre voisin, avec qui nous avons d'ailleurs pas mal de collaborations et d'échanges, puisqu'on a fait d'ailleurs un workshop cette année ensemble au Centre photographie de l'Île-de-France avec des étudiants de Paris 8 ou avec des intervenants de Paris 8 aussi qui donnent des cours ou des conférences à l'école. Donc ça c'est une chose. Alors, l'école, vous voyez, par rapport au schéma, elle est assez générique et, comment dire, polyvalente par rapport au champ de formation dans le domaine de l'image photographique. Et ça, en comparant par rapport aux autres types d'écoles qui existent actuellement. Donc, la formation, Christophe, est-ce que tu veux en parler? Donc, sur les 3 années, on a une logique d'étagement pédagogique successif. Oui, je voulais juste revenir peut-être sur la slide précédente qui était intéressante parce qu'elle montre que l'école, elle a une formation assez généraliste et que, c'est bien de le préciser, on ne forme pas que des photographes. On forme des gens au milieu de la photographie. Donc on va former autant des photographes que des gens qui vont aller vers quelque chose de très commercial, soit dans la prise de vue, soit dans le commercial au niveau des marques. Des gens qui vont aller dans l'univers de la culture et des arts, soit du côté des artistes, soit de la galerie, soit de l'éditorial avec la presse. Formation patrimoniale, on va avoir des gens qui vont faire de la conservation, des gens qui vont devenir des spécialistes des procédés anciens. Et on va avoir des gens qui vont continuer leurs études et qui vont intégrer des labos de recherche. Donc, contrairement à d'autres écoles, comme par exemple les Gobelins, qui va avoir une formation extrêmement pratique de praticiens, c'est-à-dire de gens qui sont là pour mettre en image ou pour traiter les images, nous, on va avoir une formation plus généraliste où chacun va, via les 3 années du cursus, pouvoir trouver sa propre spécialisation. Et c'est là, du coup, on peut revenir après la suite. Et donc, on a un étagement de la pédagogie. Comme disait Franck tout à l'heure, on a des profils qui sont très différents, qui arrivent dans notre cursus. Et c'est ce qu'on nous, on cherche. On ne cherche pas une homogénéité, on cherche plutôt une hétérogénéité des profils. On a des gens qui viennent de philo, des gens qui viennent des sciences sociales, qui viennent de Sciences Po, d'autres qui viennent de formations scientifiques, certains de formations photo, type BTS. On ne voudrait pas avoir que des BTS, on ne voudrait pas avoir que des littéraires, on ne voudrait pas avoir que des mathématiciens, on va avoir des gens de tous horizons pour qu'on ait 16 profils différents qui viennent s'enrichir les uns les autres. Et l'intérêt de cette école, c'est autant les cours que les gens reçoivent que les interactions qu'il y a entre les étudiants. Et là, on parle que de la photo, mais il faut mixer ça avec des élèves de cinéma qui, eux aussi, viennent d'horizons différents, des élèves de son. Vous mettez tout ça dans une grande bouteille, vous agitez, et ça vous fait des relations très intéressantes aujourd'hui, et ça fait aussi des relations intéressantes 20 ans après, pour ceux qui gardent des liens. Et il y a souvent des connexions personnelles, hein,
Il y a parfois des bébés lumière qui arrivent, hein, même beaucoup, beaucoup plus tard. Mais aussi au niveau essentiellement professionnel, il y a des relations professionnelles intenses entre des gens qui étaient à l'école dans des parcours très différents et qui peuvent paraître un peu étanches au départ, mais qui ne le sont pas. Donc, qui dit profil hétérogène dit remise à niveau. C'est-à-dire que des élèves de BTS photo vont avoir une certaine expérience de la prise de vue photographique. On va avoir des gens qui ont découvert l'appareil photo 6 mois avant, d'autres qui ont une pratique full numérique, d'autres full argentique. L'idée, c'est qu'à la fin de cette première partie, tout le monde ait à peu près le même socle de connaissances. Et ça vaut pour tous les enseignements. Je vais parler spécifiquement de l'enseignement du studio. En gros, le premier objectif, c'est pouvoir se déplacer dans le studio sans tuer quelqu'un, sans se tuer, sans casser le matériel et faire une bonne photo à la fin. Si déjà ça, au premier semestre, on arrive à le faire, c'est super. Et après, une fois qu'on a ce socle de connaissances, on va essayer de s'en servir. Toujours dans cette idée que nous, c'est le credo de l'école, c'est maîtriser la technique pour s'en libérer. Contrairement à d'autres écoles qui sont plus dans le champ qu'on avait vu tout à l'heure, qui était dans le champ qui allait vers la gauche des arts enfin la partie créative, où on va d'abord aller sur des projets et au fur et à mesure, on va acquérir, si on le souhaite, une compétence technique. Nous, on considère que pour former des professionnels, c'est-à-dire des gens qui vivent des images qu'ils produisent, on a besoin d'avoir un socle de connaissances précis et qui va nous libérer de cette technique. Pour nous, il faut maîtriser la technique pour pouvoir s'en libérer. Donc, la première partie de la scolarité, elle est sur ça, elle est sur des acquis théoriques et pratiques, pour que tout le monde, quelle que soit sa formation d'origine, puisse avoir le même niveau de compétence à la fin de la première année. Donc ça, c'est la première année, c'est aussi la moitié de la deuxième, mais en gros, en première année, vous faites des exercices, beaucoup d'exercices, qui sont de plus en plus pratiques et de plus en plus intéressants. Et en deuxième année, on va arriver sur des projets. Donc on va commencer à exploiter les connaissances qu'on a acquises au service de projets qui vont être avec des commanditaires sur la partie prise de vue. Donc on va être confronté à une situation de commande. Et c'est là aussi où on peut avoir à être confronté à la réalité du métier. Certains qui vont dire ah bah finalement la prise de vue ça m'intéresse pas, mais c'est pas très grave parce que l'école formant à d'autres métiers de l'univers de la photo, ils ont tout à fait de quoi s'épanouir chez nous. Donc on a deuxième année consolidation des bases techniques, projets et ateliers. On a des projets qui concernent l'ensemble de la promotion. Ça, c'est le premier semestre de la deuxième année. À partir du deuxième semestre de la deuxième année, donc les étudiants sont au milieu de leur scolarité à l'école. Ils ont exploré plein de domaines différents dans la photographie la première année. Ils ont commencé à faire des projets de commande en deuxième année. Et donc, à défaut de savoir réellement ce qu'ils veulent faire en sortant, ils savent déjà ce qu'ils veulent plus faire. En général, on sait bien ce qu'on veut pas faire, on sait pas trop ce qu'on veut faire, mais ce qu'on veut pas faire, ça, on commence à bien le savoir. Donc, ils peuvent commencer à affiner leur projet. Et autant sur les 3 premiers semestres, c'est-à-dire semestre 1, 2 de la première année, semestre 3 de la deuxième année, donc on arrive en janvier, là, ils vont commencer à personnaliser leur parcours. Donc au milieu de leur scolarité, et personnaliser leur parcours avec des ateliers. Donc c'est ce qu'on voit là. Les ateliers où ils vont choisir des modules qui correspondent à des domaines, des centres d'intérêt, des compétences différentes pour pouvoir personnaliser leur parcours. Et en troisième année, alors là, on est sur la personnalisation totale puisqu'ils sont sur des projets pratiques et de la recherche théorique. Et le cadre est donné par l'école, mais ce qu'ils vont intégrer, ce qu'ils vont injecter dans cette pratique expérimentale et dans la recherche théorique, ça vient, eux, de leur centre d'intérêt. C'est-à-dire que si on résume, on a une première année assez globale et on remet des bases pour tout le monde, dans tous les domaines. Ils font un stage en fin de première année, entre la première et la deuxième année, 2-3 semaines minimum, pour découvrir un domaine que eux ne connaissent pas. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui a un profil plutôt prise de vue, on va l'engager à faire un stage plutôt dans la partie post-production argentique ou numérique, et inversement. Donc ils ont été confrontés à une expérience professionnelle, du monde professionnel. En deuxième année, on va aller exploiter les connaissances techniques qu'on a eues pour mettre en pratique, d'avoir une pratique beaucoup plus concrète de l'image autour de projets. Donc on sort de l'exercice et les étudiants peuvent commencer à injecter
de leur propre personnalité, leur centre d'intérêt dans les images qu'ils font. Ce qui est encore accentué au deuxième semestre quand ils font des choix d'options pour vraiment s'intéresser à la partie de la pédagogie qui leur convient le plus. Ils refont encore un stage en fin de deuxième année, entre la deuxième et troisième année, où là, ils vont vers leur centre d'intérêt. C'est-à-dire qu'à la fin de la deuxième année, normalement, on sait à peu près dans quel secteur on a envie de se diriger. Et l'idée, c'est de trouver une entreprise pour faire des contacts dans ce secteur-là. L'été se passe. 6 semaines le stage, c'est ça? Ouais, 6 semaines de stage. Troisième année, si ça se passe bien, c'est faire son projet expérimental et son mémoire sur la thématique qui nous intéresse pour continuer à faire des contacts, se connecter de plus en plus avec le milieu professionnel et faire une transition douce entre le milieu feutré et très confortable de l'école vers le monde extérieur qui est un petit peu plus, pas hostile, mais un petit peu plus... La jungle. Un peu plus la jungle, on va dire. Non, mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir faire ça. En troisième année, il y a une possibilité sur le premier semestre de la troisième année de faire ce qu'on appelle un mobilité ou de faire une année de césure entre la deuxième et la troisième année. La mobilité, c'est que pour ceux dont le projet professionnel nécessiterait des briques pédagogiques, c'est-à-dire des champs de compétences que nous, on n'enseigne pas, ils peuvent, pendant un semestre, aller chercher cet enseignement complémentaire dans une autre formation, soit en France, soit à l'étranger. Ça peut être à l'école du Louvre, ça peut être dans des écoles plus type Ingé, ça peut être des écoles très créatives, beaucoup plus type Beaux-Arts, soit en France, soit à l'étranger. Ce qui permet de compléter sa formation, ce qui est assez malin. Une formation qu'on a ici, qui a un champ qui délivre un certain nombre de compétences, mais qui ne délivre pas des compétences dans tous les domaines. Tous les domaines. Donc ça, c'est ça. Et après, il y a le mémoire. Et après, vous sortez. Et après, c'est la vraie vie. Et c'est génial. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que vous avez une année et demie collective et une année et demie où vous allez personnaliser votre parcours. Donc, il n'y a pas un des étudiants. Là, on a 4 étudiants. Bah, nous, non, elle est plus, mais elle l'a été. Elle est revenue. Mais on a donc 3 étudiants en cours et qui ont trois parcours différents. Alors, 3 niveaux différents de la scolarité, mais qui, à la sortie, auront une formation qui sera différente pour chacun d'entre eux. J'étais très long, pardon. Antoine nous parlera tout à l'heure de son année de césure, puisque c'est un exemple vivant ici d'un étudiant qui a fait une année de césure dans son cursus. Voilà. On enchaîne sur quel métier à la sortie de l'école. Donc vous avez une sphère photographique, enfin du monde de l'image photographique qui est assez diversifié, que ce soit le champ commercial, le champ patrimonial ou bien d'autres champs qui sont évoqués ici. Et donc, je vous donne ici des noms d'anciens étudiants qui sont dans certains champs. Donc, dans la prise de vue, on a ici quelques noms indiqués qui sont des anciens étudiants qui sont sortis de l'école avec des bonnes carrières, qui sont des personnes que vous connaissez peut-être plus ou moins, dont certains d'ailleurs ont été choisis pour la grande commande de la BNF cette année. Enfin, l'an passé même très exactement, puisque c'était l'an passé et cette année au niveau des répartitions de jury, qui est une très grande commande publique pour les photographes. Vous avez des anciens étudiants qui sont plutôt dans le champ de l'industrie des services. Donc, il y en a même qui sont partis aux États-Unis intégrer Facebook et Apple. Donc, à l'époque, c'est à l'époque, on avait une formation qui s'appelait le traitement des images, puisque maintenant, on a plus cette dissociation entre prise de vue et traitement d'images. Donc, ils avaient une formation scientifique un peu plus poussée. C'est ce qui les a amenés à aller vers cette voie. Donc, ils se retrouvent aussi dans le champ patrimonial, comme vous pouvez voir également, au C2RMF. Certains d'entre eux ont poursuivi en thèse et complété leur cursus de l'école pour aller sur des champs plus spécialisés et plus scientifiques. On a aussi des anciens étudiants qui sont dans le champ de la culture et des institutions, y compris même des galeries photographiques, dans l'iconographie, dans des magazines, etc. etc. Vous voyez, directeur photo Libération, expert numérisation à la BNF. Donc, ce sont des champs qui sont vraiment assez ouverts et peut-être auxquels des postulants ici dans cette salle n'auraient pas encore forcément conscience. C'est tout l'intérêt de notre école, c'est de pouvoir ouvrir ces portes. Et pas seulement des portes de prise de vue ou de champs un peu plus
attendu. Alors le réseau, évidemment, est un élément fondamental d'une école supérieure ou d'autres écoles d'ailleurs, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est comment aussi aider à intégrer, à insérer les étudiants. Ça commence par les associations des étudiants dans l'école. Oui, il y a une association qui est relativement active, 48+. Je peux laisser la parole à Raphaël pour en parler quelques secondes. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une école qui est quand même, pour l'effectif qu'on a, si on réfléchit, on est 16 par promo, 3 filières, 3 années, donc on est à peu près 150 étudiants. Et pourtant, on a quand même un BDE, donc on a l'appel, on va en parler sûrement après. Et 48+, qui est une association tournée autour de la photo, qui est pas réservée aux élèves en photo, donc qui est vraiment ouverte à toutes les filières, et qui est tournée vers le magazine et l'édito, donc qui organise des magazines à partir des images de tout le monde, avec un thème imposé, par exemple, à faire pendant les vacances ou sur sa pratique personnelle. Il y a des conférences qui sont en train d'être organisées par l'association elle-même, des expositions aussi, et voilà, c'est une sorte de poumon dans l'école qui vit pour les étudiants, par les étudiants, et qui permet de montrer un peu les travaux de tous. Alors, je ne sais pas si on a des exemples ici, non, on n'en a pas là, mais c'est le premier stand que vous avez quand vous rentrez depuis la nef. Il y a une table et vous voyez des exemples d'éditos, de magazines et de choses qui ont été faites par l'association. L'association des anciens étudiants. Je vais en parler aussi 2 minutes. C'est l'acronyme qui apparaît au-dessus qui s'appelle ALL, enfin ALL, ALL, plus exactement, et donc qui est l'association des anciens de l'école et avec qui nous avons des liens. Il y a eu une conférence ce matin, en tout cas qui permettait de faire le lien avec des anciens étudiants qui parlaient de cette association et des liens qui existaient avec nos étudiants. Et les liens sont le parrainage notamment. Donc le parrainage, ça se passe en 2e année. Vous avez une réunion, je crois, il n'y a pas longtemps. Et l'objectif, c'est que chaque étudiant fait un vœu d'un professionnel qu'il parrainerait pour son avenir professionnel et qui va se servir très souvent de relais ou en tout cas de mentorat par rapport à soit les stages, soit la sortie de l'école, les premiers boulots aussi, et y compris d'ailleurs de l'assistanat parfois pour certains photographes. Voilà. Ça, c'est assez rapide. Bon, évidemment, le réseau, vous avez vu le nombre d'anciens étudiants qui travaillent dans des secteurs très différents. On a pas mal de possibilités, en tout cas, de connecter des étudiants avec des métiers assez particuliers dans la photographie, ce qui est assez intéressant pour nos étudiants qui sont eux-mêmes avec des demandes extrêmement différentes quand ils viennent dans l'école et dans ce qu'ils veulent faire par la suite. Alors, le cursus, on l'a évoqué il y a quelques minutes, et on va revenir vraiment très très rapidement dessus pour repréciser les choses. Donc, c'est simplement pour repréciser qu'on est une école supérieure qui n'est pas une école d'art. Donc, on a aussi des enseignements qui sont le fondement, en tout cas, le fond de roulement, on va dire presque, de la pédagogie. C'est-à-dire que quelques cours magistraux et évidemment un apport de connaissances pour la compréhension des processus, des procédés, des contextes, etc., etc. Et qui sont accompagnés de logiques d'application, c'est-à-dire que pour faire digérer à tout le monde ces connaissances, très souvent il y a des applicatifs donc, qui sont sous forme de TD et d'exercices qui sont évidemment plus scolaires dans le concept qu'une pédagogie de projet. On a aussi une pédagogie de projet qui n'est pas centrale et comment dire unilatérale comme dans les écoles d'art. Elle est un élément d'accompagnement de la pédagogie qu'on a évoquée précédemment, c'est-à-dire connaissance, application, projet. Voilà, c'est fondamental pour nous d'avoir cette espèce d'articulation parce que c'est un rythme qui amène donc de la conceptualisation à la réalisation et finalement à une autonomie de la pensée, de l'outil, du geste et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'est ce qui est évoqué ici dans cette diapo. Et donc, l'idée, c'est que nos étudiants aient du recul sur leurs gestes, leur manière d'utiliser les outils et sur l'outil lui-même également, ce qui leur permet d'aller un peu plus loin dans des exercices de réflexion ou d'application justement sur des projets très spécifiques. On va parler aussi un petit peu des partenariats. Je te redonne la parole, Christophe, puisque tu es pas mal impliqué sur les partenariats. Oui, donc comme on vous le présentait tout à l'heure, les partenariats, c'est quelque chose qui va arriver en 2e année pour les étudiants. Ils arrivent tout frais de leurs vacances et ils enchaînent directement avec un partenariat
autour d'une commande. Alors ça varie selon les années. Là, ça faisait 2 ans qu'on était avec la Solideo, qui est l'entreprise qui s'occupe de Du village du olympique village olympique, ouais, de la construction des JO. que vous voyez dehors. Ouais. Et l'idée, c'était de faire un travail photographique autour de ces JO, alors qui dépendaient des années très reportage l'année dernière, un peu plus mise en scène cette année. Comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt pédagogique, c'est de se confronter à une commande. Plus ou moins directe, mais en tout cas, vous pouvez faire la plus belle photo de votre vie pendant ce partenariat. Si ça ne correspond pas à la demande initiale ou si ça ne plaît pas au partenaire, bon, bah voilà, cette photo-là, ils s'en serviront pas. Donc on sort du cadre juste je fais des photos pour me faire plaisir, je fais des photos en lien avec un objectif et là c'est pas juste des profs qui sont là pour vous dire c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça qu'il aurait fallu faire. C'est que là vous avez des gens de l'extérieur et il faut que ça leur plaise. Donc c'est une vraie confrontation avec le monde extérieur. Et c'est souvent ce qu'on manque dans les écoles, quelle que soit l'école, hein, pas spécifiquement ici, c'est d'être confronté à des cas très très pratiques. Et les partenariats nous servent à ça. On a un deuxième partenariat qui arrive un peu plus tard, enfin là qui va commencer là, dès la semaine prochaine. C'est l'atelier César qui est sur une base de volontariat. Les étudiants ne sont pas obligés de le faire, mais c'est très conseillé. Surtout par moi, parce que c'est moi qui l'encadre. L'idée, c'est de se confronter à une photographie qu'on n'enseigne pas ici, qui est la photographie dite événementielle. C'est de la photographie autour d'événements, de clients euh, qui ont besoin de communication sur des événements de communication publique. C'est très intéressant parce que là, c'est de l'événementiel autour du cinéma, dans un univers un peu glamour qui est pas mal. Il faut savoir que l'Académie des Césars ne s'occupe pas juste de la cérémonie que vous voyez sur Canal+ en février. Il y a 5 ou 6 événements au préalable. Et on va documenter tous ces événements, soit sur de la partie événementielle, c'est-à-dire faire des photos de la soirée pour qu'ils aient des images pour communiquer, soit réaliser aussi des ateliers, enfin pas des ateliers, des portraits, beaucoup plus mis en scène. Voilà, je vois que les images défilent, donc je me dépêche. Oui, c'est ça. On a un atelier mode en partenariat avec l'école du Perret, où on va beaucoup travailler en collaboration avec des étudiants de l'école. Et je crois qu'avant, il y avait une autre slide. Tu avais mis une autre slide sur C'était l'objet en lumière. l'objet en lumière. Ah, c'est autre chose. Voilà, je vais laisser Raphaël parler parce qu'ils viennent de le finir, là, ça, la mode. Donc voilà. On a fait les impressions juste hier pour le deuxième étage. C'est ce que vous avez vu au deuxième étage si vous êtes allé visiter les labos argentins. Ah, au rez-de-chaussée aussi, à côté des studios, mais au deuxième étage aussi, à côté des labos. Le partenariat, oui, avec l'école du Perret, donc avec des étudiants qui sont destinés à être designeuses de mode qu'on a rencontrés, dont on a découvert les collections et qui ont, eux, effectué des collections dans le cadre de leur cursus qu'on rencontre, qui ont des univers chacun dans lesquels on rentre. Et nous, l'objectif, c'est de mettre ces collections-là, de comprendre un peu leur univers et de les amener, soit de pousser leur univers, soit de les amener ailleurs et de les mettre en scène, de les mettre en lumière. Ça se passe en général en studio ici à l'école, mais pas que. Il y a eu des prises de vue en extérieur aussi cette année. Et on se confronte du coup à une prise de vue en équipe. C'est vrai on fait pas mal de studios, mais avec des équipes comme dans un domaine professionnel, avec des assistants, avec des stylistes sur place sur le shoot, avec des maquilleurs, des maquilleuses, des coiffeurs, des coiffeuses. Donc c'est toute une équipe qui travaille ensemble à l'unisson autour d'une note d'intention, d'un mood board. Et donc, on peut gérer vraiment de A à Z un projet, c'est-à-dire de la première lettre de la note d'intention jusqu'à hier, jour de tirage et de sortie numérique des images. Donc, non, c'est plutôt très chouette. Et puis, on rencontre des étudiants de notre école qu'on amène dans nos univers et avec qui on discute et qui on produit, et on est déjà amené à travailler, en tout cas de mon côté, avec les gens avec qui on a travaillé en équipe. J'ai déjà retravaillé avec eux, donc ça nous fait rencontrer en plus des gens et apprendre un peu la stratégie de travail en équipe, parce que de travailler tout seul et dans une équipe de 5, 6, parfois plus dans les grosses productions, c'est pas du tout pareil qu'être seul dans son studio. Tu disais que tu les amènes dans ton univers, mais eux, ils t'amènent aussi dans le leur. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça. Et puis en général, on trouve certains ont vraiment un univers très marqué. Tout se fait autour de la rencontre et vraiment de leur univers. Et certains ont un univers très marqué qui souhaitent conserver. Et donc à ce moment-là, on les suit, on peut aller un peu plus loin. Et certains, au contraire, ont pas forcément d'idée de là où ils veulent aller en image. Ils ont fait leur collection, c'est leur domaine, le textile, mais en image, finalement, ils n'ont pas trop d'idées. Et c'est à nous d'être à l'initiative pour donner des idées. Et ça se fait très naturellement.
Voilà, j'enchaîne sur cet atelier vidéo aussi qui est en partenariat avec Dupéré. On va passer un petit peu plus vite parce que je crois que la pendule tourne. Et donc, on va faire un petit focus sur Antoine qui va nous parler un petit peu de son activité et on va revenir après sur la fin du cursus et sur d'autres questions. Voilà. Donc, je t'ai mis ce que tu m'as envoyé. Et à toi de jouer. Du coup, c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique à l'école, je pense, un peu particulier. Cette première image, elle montre un appareil que vous avez peut-être pu apercevoir quand vous êtes arrivé à l'école, qu'on connaît plutôt sous le nom d'Afghan Box Camera, que je préfère appeler Box Camera tout court. Et en fait, c'est un appareil photo qui combine appareil photo et laboratoire argentique. C'est l'ancêtre du Polaroid, grossièrement, et qui permet de donner des photos en 15 minutes aux gens. Est-ce que tu peux passer à l'autre? Et du coup, moi, j'ai fait en fait un stage en première année chez un monsieur qui en fabriquait. Donc, c'est vraiment un parcours assez particulier que j'ai fait, mais du coup, j'ai découvert cet appareil-là en le fabriquant. Et j'ai été passionné pour plusieurs raisons, notamment le lien qu'on pouvait créer avec les gens, le côté technique, le côté fabriquer son outil de travail. Et ça fait maintenant 2 ans que je poursuis du coup ces recherches autour de cet objet. Et ça a pris la forme d'un projet qui sera ma partie pratique de mémoire. C'est-à-dire, en fait, à Louis Lumière, on a un mémoire à écrire. Mais on a aussi une partie pratique, donc généralement des images en lien avec le mémoire. Donc moi, je travaille sur ces photographes en fait qui utilisent ce type de dispositif. Et du coup, j'ai fait 2 voyages en vélo avec mon appareil et le long de la Loire, où en fait, plutôt que de vendre les photos, j'ai fait du troc avec les personnes. Un peu comme Niki Loté, par exemple. Voilà. Et la restitution, elle va prendre plusieurs formes, mais notamment, c'est ces carnets. En fait, je donnais toujours une image aux gens. Et la seconde, je la plaçais dans le carnet où les gens venaient remplir nom, date, lieu et contre quoi ils ont troqué cette image. Et là, vous pouvez voir à l'écran des objets que les gens ont fabriqués et avec qui j'ai troqué une photo. Et ces objets vont l'année prochaine re-être mis disponibles au troc. Donc voilà, c'est un projet qui est de longue haleine parce que ça fait plus de 2 ans que je le mène et qui va être poursuivi et, dans une logique d'insertion professionnelle. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai envie de faire plus tard, c'est de travailler avec du public, de travailler avec des institutions. Donc je pense ce projet en amont pour qu'il puisse aussi s'intégrer dans des dispositifs liés à la culture et à la pédagogie, voilà, dans des institutions. Du coup, j'ai fait une année de césure. Alors, c'est possible entre la 2e et la 3e année. Je suis le seul de tout Louis Lumière à l'avoir fait, pour le moment, je crois. Et en fait... Non. Pardon? Non, t'es le 3e. Ah oui? Ouais. Mais en ce moment? Oui, en ce moment. Bref, c'est pas grave. En fait, ça s'est justifié du fait que moi, je suis rentré à Louis Lumière, je voulais vraiment me servir de la photographie, donc pour créer du lien, pour travailler avec des gens, donc plutôt dans le milieu du social. Moi, je suis animateur et directeur d'accueil de loisirs depuis plusieurs années. Donc, c'était vraiment l'idée de mixer ces deux pratiques-là. Et pour ça, j'ai fait une année de césure pour faire un stage long. Parce que 6 semaines, ça me convenait pas trop dans le milieu où je voulais faire mon stage. Et j'ai fait un stage au sein d'un service des publics au sein du service des publics du Centre photographique d'Île-de-France, qui est un centre d'art contemporain dédié à la photographie, qui est en banlieue parisienne. Je vous invite vraiment à y aller parce qu'il y a des expos très très intéressantes. C'est gratuit. Ça peut paraître loin, mais en fait, le RER E, c'est sympa et c'est pas si loin que ça finalement. Et du coup, moi, ce que j'ai fait là-bas, c'est que j'étais avec le service des publics principalement. Donc, j'ai fait de la médiation culturelle et j'ai coordonné aussi des artistes qui intervenaient dans des collèges, des lycées. Voilà, donc j'ai fait des ateliers, des visites d'expo et un peu de production d'exposition aussi parce que c'est une petite équipe, donc forcément, on est amené à toucher un peu à tout. Donc voilà, et du coup, vraiment, je vous invite à y aller parce que c'est un super lieu. Et moi, ça m'a aussi ouvert des portes puisque suite à ça, je continue de travailler avec eux et je travaille en tant qu'artiste intervenant. Parfois aussi, j'ai eu des projets avec eux, donc c'est plutôt chouette. J'ai tout groupé. Ouais, c'est dense, mais c'est très bien. Donc voilà pour l'année de césure. Et puis avant, vous avez vu la partie pratique de mémoire qui généralement débute donc plutôt le dernier semestre à l'école. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir la commencer avant parce que j'ai fait une année de césure. Et du coup, j'en ai profité pour, on va dire, faire une grosse PPM, une grosse partie pratique de mémoire.
Mais du coup, pendant le premier semestre, donc là actuellement, on travaille sur un projet d'exposition au 6B, qui est un lieu culturel à Saint-Denis, à côté de la gare de Saint-Denis. Et du coup, on a un projet d'exposition où on doit produire des choses. On peut produire un peu ce qu'on veut. Il n'y a pas trop de limites, si ce n'est que de mettre du son, d'inclure du son dans nos projets. Voilà. Du coup, moi, je travaille en ce moment sur les complètement autre chose, sur les nids de frelons et de guêpes et la manière dont ils sont construits. En fait, une fois, je suis tombé sur un nid. Du coup, je me suis dit comment le représenter par la photographie. C'était un objet où la texture vraiment m'intéressait. De me dire enfin, comment elles ont construit ça, c'était, enfin, moi vraiment, ça, je trouvais ça assez fou. Et puis il y avait aussi ce lien de se dire, bah, c'est pas forcément des objets qu'on aime trop voir généralement. Et donc pour ça, bah, je suis allé photographier plusieurs nids avec une technique spécifique qui s'appelle la photogrammétrie, qui consiste à prendre en photo, prendre plein de photos autour de l'objet et de le reconstituer en 3D. Et du coup, ça donne des images. Donc je génère des images à partir de ce modèle 3D qui donne des images totalement abstraites. Et en fait, tout le projet que je vais présenter au 6B, c'est vraiment d'être sur cette ligne de crête entre une approche très scientifique, c'est-à-dire représenter un nid de frelon. On pourrait retrouver des images comme ça dans, je sais pas, des muséums d'histoire naturelle ou des choses comme ça. Et être aussi, avoir un pied dans le côté assez plus artistique, plus esthétique, et avoir une approche assez abstraite. Il y a des éléments là enfin, si je vous l'avais pas dit, peut-être que vous auriez pas reconnu ce que c'était à part quelques images. Voilà, pour le 6B. Et aussi, juste dernière chose par rapport au 6B, il n'y a pas que nos projets personnels, c'est-à-dire que on doit penser aussi tout un parcours de scénographie. Donc, comment on se place dans l'espace, comment on place les projets dans l'espace, qu'est-ce qu'on met, comment on imprime les cartels. Donc voilà, il y a toute une réflexion, comment on communique aussi par les réseaux. Donc là, on est à fond, il y a tout un gros boulot quand même autour de cette préparation d'expo qui dure, qui sera la première semaine de janvier. Donc, je vous invite à aller nous voir. Et aussi, pareil, un truc tout bête, mais par rapport au fait que vous disiez que l'école, c'est aussi, bah, c'est après, c'est-à-dire moi, ça m'arrive de travailler à droite à gauche et de rencontrer souvent en fait des anciens étudiants, étudiantes de Louis Lumière. Et là, cas concret, pour l'exposition, on voulait imprimer des cartels sur un matériau spécifique et en fait, il se trouve que c'était un ancien de l'école, du coup, on l'a gratos, quoi. Donc, c'est bête, mais en fait, c'est tout le temps des trucs comme ça et c'est ça qui est assez agréable aussi d'être dans une école comme Louis Lumière, c'est que, bah, voilà, après, il y a toujours des gens qu'on connaît et c'est un petit réseau, en fait, c'est un petit monde, le monde de la photo, mine de rien. Enfin, quand on est spécifiquement dans certains champs d'activité, mais voilà. Ça reste du troc. C'est du troc, ouais. Donc, en tout cas, pour le son, hein, c'est pas une limite, c'est une contrainte. Et au contraire, ça vous ouvre sur d'autres horizons, donc c'est pas une limite. Voilà. Donc, c'était juste une petite précision. Et alors, pour les ateliers, je le fais très très vite parce que ça tourne de plus en plus vite. Donc, on a aussi du documentaire dans l'école. On a un atelier de prise de vue de voiture avec de la retouche de véhicule également qui va de pair. Et donc ça, c'est les petites animations de cette retouche reconstituée. Vous voyez le travail. Voilà. Hop, on a un atelier d'édition optionnel. On a un atelier de procédés alternatifs. On va te donner quand même le micro quelques minutes parce que sinon, ça va devenir totalement irrespectueux. Oui, donc du coup, ça marche, oui. Pour l'atelier, donc procédé, en fait, donc il y en a certains que j'ai déjà vus au labo, mais dans l'idée, c'est qu'on va explorer différents procédés photochimiques au-delà donc de l'argentique noir et blanc que j'enseigne en première année, avec comme objectif en fait de faire entrevoir en tout cas aux étudiants toutes les possibilités qu'il y a et à quel point ces procédés photochimiques peuvent devenir vraiment un langage, une langue vivante qui vont pouvoir s'approprier et modifier comme toute langue vivante pour créer ensuite, voilà, pour appliquer ça à différents champs. Donc voilà, donc c'est des procédés où on va fabriquer vraiment les solutions photosensibles à partir de produits chimiques bruts et donc sensibiliser différents supports et voilà.
Un petit mot aussi, t'en profites pour parler un petit peu de la place de l'argentique dans le cursus Oui, aussi. voilà. Du coup, l'argentique, alors c'est en première année où il y a une introduction en fait à l'argentique, une initiation. Après, chaque étudiant est libre de développer lui-même selon ses envies. Mais donc en première année, on a une initiation à l'argentique noir et blanc, donc développement, planche contact, tirage de lecture, tirage d'exposition. Il y a aussi donc pareil une initiation à l'argentique couleur, donc qui est assurée par Véronique Dur, voilà, qui enseigne aussi au labo numérique. Une polyvalence. Transversal, ouais. Voilà. Donc voilà, et je finis en fait la séquence argentique en première année par justement une approche un peu plus expérimentale de l'argentique où en fait on va préparer nous-mêmes une émulsion au gélatine au bromure d'argent que les étudiants vont ensuite étendre eux-mêmes sur du papier, donc fabriquer leur propre papier argentique finalement, dont on va tester la sensibilité ensuite. Donc on fait le lien aussi avec une matière dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, mais qui est la sensitométrie, qui occupe une place assez importante aussi dans le cursus. Et donc voilà, le labo argentique finalement permet de faire le lien entre ces sciences appliquées, une approche très technique finalement et pratique au labo, et après donc voilà le lien sciences appliquées et techniques, et le lien technique art aussi, puisqu'après l'idée c'est d'appliquer ça sur voilà, des champs artistiques ou du moins créatifs. Voilà. Voilà, on fait une transition brutale, entre guillemets, sur la dématérialisation, puisque on a aussi tout un tas de cours assumés par la collègue enfin notre collègue Véronique Dur sur la 3D qui démarre en première année et qui trouve sa concrétisation en deuxième année avec un atelier plus important. Sur le flux lui-même, il y a aussi... Et d'ailleurs, transition pas si brutale, parce que finalement, cette année en cyanotype, j'ai des étudiants qui ont tiré des modélisations 3D. Donc voilà, les croisements sont tout à fait possibles. Et on a d'ailleurs un ancien étudiant qui s'appelle Jérôme Corti, qui a fait cette passerelle entre du photogramme, non, du chimigramme et de la 3D, et qui est actuellement d'ailleurs reçu en fin de formation au Fresnois. Il a poursuivi après l'école. Un atelier portrait à la chambre, donc on passe aussi vite. Et donc sur le Master 2, en dernière année, vous avez un atelier de réalité augmentée, vous avez un atelier en lien avec l'Université de Paris 8, non pas sur comment dire, le Master photographie, mais avec le Master de sociologie, et des étudiants qui vont travailler donc, sur une approche de l'usage des usages numériques de la transition. Comment ça s'appelle le titre exact? Tu te rappelles? C'est ça, c'est ça. Enquête socio-photographie sur la transition numérique. Je vais y arriver. Je crois que j'avais fait une petite diapo là-dessus, mais je ne l'ai pas faite. Et il y a le projet donc d'exposition qui a été évoqué par Antoine tout à l'heure. Donc ici, c'est une vieille exposition dont vous avez la photographie, qui à l'époque était à Éléphant Paname, avant qu'on soit au studio 6B, qui était un endroit un petit peu différent. Donc vous voyez ici un exemple d'exposition en vidéo pendant que je parle, et qui est une forme de pré-travail sur le mémoire dont on va parler tout de suite, qui est l'aboutissement des 3 années de formation, dans lequel il y a une recherche théorique et une recherche pratique. Donc cette partie d'exposition n'est qu'une recherche pratique, et quand je dis qu'une, c'est pas du tout péjoratif. Au contraire, c'est plutôt focalisé pour les étudiants sur une démarche personnelle, et donc préparer aussi son travail de recherche qui va suivre sur le semestre suivant. Donc j'accélère un peu. Voilà, ça c'est le projet de la sociophotographie enquête sur la transition numérique, est exactement le titre. Et vous avez un site internet qui répertorie toutes les recherches. Ça fait 4-5 ans à peu près que ce partenariat existe avec Paris 8, et avec plein de champs différents d'enquête et d'études. Voilà, sur la recherche, donc, vous avez plein de thématiques de mémoire.
Ici, c'est peut-être écrit un peu en petit, en tout cas pour la captation. Vous avez en gros 20% des mémoires des étudiants qui sont sur le domaine de l'art et de la création. Donc vous pouvez apercevoir ici des titres qui peuvent être plus ou moins impressionnants ou qui peuvent comment dire, calmer, mais ça c'est toujours les titres de mémoire, hein. Images et sociétés, on a à peu près la moitié, on va dire, des étudiants qui s'intéressent à ce type de sujet. Donc vous voyez, ça peut aller de l'image du poil jusqu'à... voilà, c'est quelque chose qui peut être très anecdotique, hein, entre guillemets, jusqu'à la photographie muséale, enfin au musée, c'est-à-dire c'est une enquête sociologique, hein. Ce sont des approches très différentes et c'est l'idée en fait de vous transmettre ces titres de projets d'étudiants parce que c'est pour vous montrer que on ne fait pas que des mémoires dans le même champ. Et pour les procédés, donc c'est des mémoires de paillasse, dire Anne-Lou, c'est plutôt des expérimentations sur des techniques particulières, donc très souvent dans le champ de la photographie argentique ou des procédés anciens, mais aussi parfois sur des procédés numériques. Sur la partie métier, il y a beaucoup d'enquêtes aussi par des étudiants, puisque ça se permet souvent de développer un champ d'expertise, on va dire, dans un domaine particulier, et puis finalement de créer son réseau comme ça, et de s'insérer et de trouver les bons filons pour trouver comment dire, des débouchés qui soient assez intéressants pour les étudiants. 15% donc des mémoires sont sur des techniques appliquées. Voilà, il s'agit de s'intéresser à l'usage de certaines techniques et d'en faire une véritable étude. Voilà, j'ai fini. Nous avons fini en pas de charge sur cette formation. C'est aussi pour vous laisser la parole. Et si certains d'entre vous veulent aussi rajouter quelque chose, vous pouvez. Et c'est à vous, si vous souhaitez, poser des questions. Voilà. Bon, c'est toujours le moment où il faut se lancer pour la première question. Allez, première question. Bon, on a essayé de couvrir assez largement, hein, les thématiques que vous auriez pu questionner. C'est pour ça aussi qu'on a passé un petit peu de temps, mais c'était aussi peut-être pour vous donner des ouvertures potentielles de questions. Le temps qu'on trouve un ou une première volontaire, j'en profite pour... j'en ai déjà parlé, je vous reconnais certains visages avec qui on en a parlé tout à l'heure, mais pas avec tous. Et on se disait tout à l'heure qu'il y a un truc qui se fait, qui n'est pas officiel, véritablement, mais qui se fait, j'ai l'impression, depuis quelques temps. Je ne sais pas si ça a toujours été le cas. Mais on reçoit pas mal, et puis on en a envoyé aussi, quand on n'était pas encore à l'école, des messages à des étudiants qui sont à l'école, en première année, en deuxième année, en troisième année, pour répondre à des questions, être rassuré sur certains points, avoir des conseils sur d'autres. On nous demande souvent, la question en général, c'est quel livre vous nous conseillez de lire. Mais ça nous arrive souvent voilà, de recevoir des messages, de vous rencontrer. Ça donne l'occasion de se voir en dehors de l'école, de parler avec des étudiants qui sont plus ou moins stressés, qui ont plus ou moins d'idées de ce qu'ils veulent faire. Pardon? J'ai dit étudiants, oui, pardon, des candidats. Et enfin, c'est très fréquent et je pense qu'il faut en abuser. Et nous, entre nous, après, on vous redirige vers des étudiants qui ressemblent à votre profil, avec votre parcours et avec les questions que vous vous posez. Nous, on se les est posées ou pas, selon nos profils respectifs. Donc, on vous renvoie vers d'autres personnes. Vous pouvez nous trouver en général via l'Asso 48+ sur Instagram, par exemple. Ou si moi, j'ai cherché les noms directement sur les listes des admis au concours. Vous pouvez stalker comme ça, chercher nos noms sur Facebook, Instagram, vous trouvez assez facilement nos coordonnées. Et on se rencontre souvent et ça donne lieu à des conversations intéressantes. Voilà. Parfois même à des prêts de bouquins pour réviser, des choses comme ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, il faut que vous preniez contact avec les étudiants. Et le meilleur moyen, c'est les deux associations, l'Appel et 48+, qui sont des associations assez actives. 48+ fait souvent des expositions, des vernissages de leur production. C'est vraiment le meilleur moyen de rencontrer les étudiants de l'école et d'essayer de comprendre un petit peu l'univers. Ça vous permettra de mieux d'affiner votre préparation au concours. Alors, on n'est pas sur une conférence sur le concours, mais l'idée, c'est de vous rassurer aussi sur vos capacités, sur les axes de travail vers lesquels il faut vous orienter pour bien préparer le concours. Et le meilleur moyen, c'est de discuter sur le long terme avec les étudiants, parce que là, vous êtes là aujourd'hui
ou vous êtes en train de regarder ça sur Facebook, mais toutes les questions ne viennent pas maintenant. Donc peut-être qu'il y a des questions qui viendront dans une semaine, 2 semaines, dans 6 mois. Et là, ça peut être bien d'être en contact avec des étudiants. Ils sont tous gentils, hein. Ils vous enverront pas bouler, hein. Presque tous. On peut rajouter quelques mots sur le concours aussi, hein. Comme on a déjà évoqué ce matin, la préparation au concours est importante si vous voulez franchir les portes. Même si c'est marqué portes ouvertes aujourd'hui, il faut quand même arriver à les passer au moment du concours. Et donc, c'est tout à fait envisageable. Certains d'entre vous, si vous postulez, peuvent échouer une première fois, et il faut avoir aussi à l'idée que c'est possible la deuxième fois, hein, que c'est jamais irrémédiable. Donc voilà, nous avons un exemple dans cette salle. Et donc voilà, d'ailleurs, ça peut être intéressant. Je crois que tu l'avais évoqué l'année dernière quand il y avait eu la visio aussi, non, ou pas? Le fait que tu aies passé 2 fois. Ouais. Ouais, bah, bien sûr, je peux dire un mot dessus. Ouais, c'est vrai que j'en avais parlé aux journées portes ouvertes l'an dernier aussi. Mais le fait de l'avoir fait 2 fois, enfin, c'est pas un souci. Je crois que c'est jusqu'à 27 ans qu'on peut. 27 fois. Donc ça veut dire qu'on peut le faire un paquet de fois. On n'a pas un nombre de cartouches limité comme on peut en avoir dans d'autres concours. Le fait de l'avoir fait une première fois, moi je suis pas spécialement timide de base, mais je sais que ça peut aider certains à décomplexer, se rendre compte que finalement c'est pas si terrible que ça, que l'oral qui fait peur, parce qu'on a 5 personnes de ce milieu-là en face de nous qui sont là pour nous évaluer, même si ça ressemble à une discussion et que ça se base sur vos appétences, sur ce que vous avez sur votre portfolio, sur les choses que vous avez inscrites comme domaine qui vous intéresse. En général, c'est ça qui fonde les discussions à l'oral. Ça peut quand même faire peur. Donc je sais qu'il y en a que ça rassure parfois d'avoir fait une première fois et de revenir avec un peu plus d'assurance. Et en plus de ça, il faut garder à l'esprit que, et on ne le sait pas quand on passe le concours, que c'est extrêmement bienveillant. Moi, j'avais été contacté par un membre du jury pendant l'été à la suite de ma candidature qui n'avait pas été prise la première fois, pour me dire voilà ce qui avait été intéressant, les points les points sur lesquels il fallait que je travaille, et pour m'encourager à le retenter l'année d'après, en peut-être présentant certaines choses différemment, peut-être en mettant en avant certaines choses que j'avais pas mis en avant. Et ça se fait très bien, et la deuxième fois ça l'a fait. Je crois qu'on est deux dans la promo avec Natsumi. On est deux, je crois, à peu près à l'avoir fait 2 fois. Il va falloir s'il y a une dernière question, et après il va falloir qu'on libère la salle. Plus de questions, pas de questions. Si, non. Donc vous avez toutes les cartes en main. Voilà. Donc on vous souhaite bon courage si vous postulez au concours, et sinon, si vous voulez venir nous revoir ou voir les expositions des étudiants, vous êtes tout à fait bienvenus. Oui, tout à fait. Et faire Il des reste photos le dans la nef. studio 1, vous pouvez vous faire prendre en photo, et l'atelier d'Antoine dans la nef. Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci.